donc toujours à l'écoute donc de notre émission, hein, Jacques Roger Show sur NRA Radio en exclusivité. Nous allons donc avoir le docteur Doumbia Major, hein, maximum 1 heure de temps avec lui faire un peu donc le point de la situation, surtout après un peu ce qui s'est passé donc au niveau donc du Congo. Alors nous allons voir s'il est d'abord en ligne. Alors encore une fois, bonsoir docteur Doumbia Major, comment allez-vous? Oui, bonsoir Jacques Roger. Et comment allez-vous? Oh, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ça va. Nous avons l'information que vous étiez un peu souffrant, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut Et vous-même, comment ça va? Ça va très bien, le fait donc de vous entendre, hein, ça va très bien. Hein. Est-ce qu'on peut dire que votre état est lié un peu à ce qui s'est passé un peu au Congo, c'est bien ça? Oui, on va dire ça comme ça. Je subis quand même une période très difficile au Congo. Et donc, bon, depuis lors, je me traite, je me soigne, je fais des bilans de santé et autres. Et bon, ça va de mieux en mieux. J'espère qu'il y a plus de peur que de mal. Hein? Oh, ça va aller. De toutes les façons, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et donc, on va dire que ce sont des événements qu'il faut prendre avec beaucoup de stoïcisme et se dire que quand des choses arrivent, il y a une part de volonté divine dans tout ce qui arrive. Et donc, bon, prenez ça comme ça. Voilà, comme on dit chez nous, prenons ça comme ça. Ok, d'accord. Alors, ceux qui viennent de prendre un peu le navire à marche, ils ne connaissent pas très bien le docteur Doumbia. Je pense que la majeure partie donc, des auditeurs du Jacques Roger Show savent qui vous êtes. Vous êtes exilé donc à Paris depuis des années, hein, et vous êtes docteur. Vous êtes connu sous le nom donc de Doumbia Major, et votre nom même c'est docteur Soumaïla Doumbia, hein, ancien membre donc de la FESI. On avait dit qu'il était un peu, vous étiez proche donc de Monsieur Ibé, hein, et autres. Vous êtes donc à Paris et vous vous êtes donc rendu donc un peu au Congo où vos frères, vous avez donc des frères qui faisaient certainement des affaires. Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi vous êtes allé un peu au Congo et de façon à ramasser votre mésaventure. Essayez de nous mettre ça en perspective pour que les auditeurs puissent mieux comprendre ce qui s'est passé. Oh, vous savez, j'ai mes frères qui vivent au Congo, pour certains depuis 2005. J'ai l'un de mes frères qui était donc directeur de la librairie de France de Yopougon-Kouté. Je ne sais pas si vous voyez le terminus 40. C'est quoi ce terminus 40? Donc, avec les événements en Côte d'Ivoire, vous savez que il y a eu une série d'attaques contre les entreprises françaises qui étaient pour certaines installées en Côte d'Ivoire, et donc la librairie de France a été attaquée, et celle de Yopougon, dont mon frère était le directeur, a subi la furia des jeunes, et bon, ça fait que finalement il a décidé de s'installer au Congo. Donc depuis 2005, il y est, il travaille là-bas. J'ai un autre donc de mes frères qui est comptable qui l'a rejoint après, qui a monté son entreprise Bapri Congo, qui marche très bien. Et il y a un autre qui est expert en ce que on pourrait désigner par MIAGE, informatique appliquée à la gestion, qui lui aussi les a rejoints. Donc, ils ont un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent au Congo. Moi-même, après ma thèse et après avoir travaillé pour l'université Paris 12 pendant un certain moment, je me suis dit que il fallait apporter ma contribution au développement de l'Afrique. Et donc, je me suis rendu pour une expérience agricole sur le blé d'abord. Donc, cette expérimentation qui a été faite au Congo pour montrer que le blé pouvait pousser en Afrique centrale. Et après, parallèlement, j'avais donc
mon entreprise, parce que j'ai une entreprise en Afrique de l'Ouest et une autre en Afrique centrale que j'ai montée, France Bureautique. Et donc, depuis près de 6 mois, j'étais en train de travailler sur ce projet-là. Donc, j'ai monté l'entreprise qui fonctionnait correctement, qui était pourvue de Dubaï, de Paris, et puis bon, avec des fournisseurs de Singapour et autres. Donc, j'ai une entreprise qui fonctionne correctement au Congo, qui fait de la librairie, de la papeterie, et puis bon, à côté, j'ai des activités agricoles que j'aime bien, parce que bon, vous savez, comme on dit chez nous, la terre ne trompe jamais celui qui s'y attache, et donc je travaillais de temps en temps pour faire de l'expérimentation agricole sur le blé et puis sur plein d'autres produits. Voilà comment je me suis retrouvé au Congo, et chaque 2 mois, je faisais le voyage Brazzaville-Paris, et je suis donc là-bas régulièrement en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Et mon entreprise est régulièrement enregistrée au Congo. J'ai une carte de commerçant et je suis à jour vis-à-vis des impôts au Congo. Donc, j'avais pas de problème et je faisais la navette entre Brazzaville et Paris. Voilà comment je me suis retrouvé au Congo avec l'ambiance des frais et tout ça. Vous savez, c'est des choses qui vous manquent quand vous avez fait une dizaine d'années et plus d'exil. Être à côté de ces frais, c'est une chance, c'est un bonheur inestimable. Et donc, j'étais en train de profiter tout doucement de ce bonheur inestimable. C'était sans ignorer que mes activités étaient suivies et que l'entreprise qui grandissait faisait aussi des jaloux. Et donc, c'est un mélange de tout ça, des personnes qui voyaient mal l'expansion de mon entreprise et donc en intelligence avec des personnes qui sont à Abidjan, qui sont allés voir les autorités congolaises pour dire que j'étais un mercenaire international dangereux qui était au Congo pour mener des activités de subversion du Congo et que je préparais aussi d'autres activités de subversion en Côte d'Ivoire. Voilà comment j'ai été arrêté au Congo sous ce prétexte, je dirais, farfelu. J'ai été gardé en prison, mes frères également ont été arrêtés, comme ça, voilà, et ils ont été traités de mercenaires, expulsés du Congo. Moi-même, j'ai été gardé pendant quelques jours en prison. Après, c'était l'hôpital qui était bunkérisé avec des cargos de militaires, tout. Après une crise que j'ai faite au niveau du commissariat où j'étais. Et donc, c'est cette crise-là qui a permis que je puisse alerter mes amis qui sont à l'international, qui ont pu faire écho de la situation de mon arrestation arbitraire qui avait cours au Congo. Voilà un peu en gros la situation. Donc, je dirais que c'est une action d'intelligence entre des personnes qui sont au Congo et ceux qui sont à Abidjan, qui ont pour ma part manipulé, si je peux employer ce mot de façon un peu, on va dire par euphémisme ou pour dire qu'ils ont manipulé les autorités congolaises et donc je me suis retrouvé dans une situation difficile par le fait
de personnes qui, voilà, supportaient très mal notre expansion et des personnes qui pensaient que qui pensent que mes activités économiques au Congo sont faites pour les déstabiliser ou pour me renforcer économiquement contre elles, hein, en Côte d'Ivoire. Mais bon, Monsieur Jacques Roger, vous dit que je ne me reconnais pas dans ce genre de pratique de déstabilisation. On a essayé d'associer mon image à un certain Gouanou que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et voilà, c'est aussi ça le pays, hein. On peut vous accuser, on peut décider un matin de faire de vous un brigand, un mercenaire, et on intoxique la population pour mieux préparer l'opinion à votre extradition, comme c'était mon cas, à votre emprisonnement ou même à votre mort. Et donc ce travail d'intox-là avait été fait. Hein. On pensait qu'on pouvait m'extrader en Côte d'Ivoire et donc ce travail préalable avait été fait par des groupuscules tapis dans l'ombre au pays et qui étaient très contents que je vienne de cette façon, j'entre de cette façon comme un paquet qu'on avait ramené. Voyez-vous, donc c'est ça la vie, je prends tout ça avec philosophie, mais bon, un billet même d'avion a été payé à mon nom, et avec ce billet, un de mes frères qui me ressemble très bien, très fortement, a été rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais bon, vous savez, c'est tout ça, c'est la vie d'un homme, c'est la vie d'un militant. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de stoïcisme, beaucoup de lucidité, et se dire que dans la forêt, on ne lapide que les arbres qui sont des arbres fruitiers. Alors, docteur Doumbia, parlons un tout petit peu quand même. J'ai un peu la chair de poule en vous interrogeant, mais quand même, on va essayer, puisque vous-même, vous êtes souffrant et vous avez tout fait pour être là. Nous allons tout faire en même temps pour continuer un peu, si vous voulez, l'entretien avec vous. Hein. Vous avez été donc arrêté si je prends le samedi 31 août et vous avez été détenu, comme vous l'avez dit, donc à la DST, un peu la prison. Est-ce que vous avez été torturé? Bon, torturé, c'est trop dit, mais quand on vous fait dormir sur un petit banc avec dans un commissariat pour moi par exemple avec des moustiques qui vous piquent pendant 2 jours, des fenêtres qui sont cassées, des persiennes cassées qui sont là avec 12 vitres en moins, donc vous recevez l'air frais parce que nous sommes dans une sorte d'hiver actuellement au Congo, donc ils appellent ça la période de sèche où il fait froid, et donc vous êtes dans ce froid-là avec des moustiques qui vous piquent, vous n'avez pas un endroit pour vous allonger ou dormir, et vous êtes pendant 2 jours en train de marcher pour ne pas avoir sommeil parce que vous ne savez pas où dormir. Donc, et vous subissez une attaque cardiaque, on va dire ça comme ça, et dans un état de coma diagnostiqué, dans un état de coma de stade 1, et tout ça, bon, vous voyez que c'est... Et puis surtout que vous ne vous reprochez rien et qu'on vous traumatise, on vous attaque, on vous violente de la sorte. Bon, vous voyez, c'est des choses qui, dans des démocraties évoluées, sont inacceptables parce que mettre quelqu'un dans un état où il ne peut pas dormir pendant 2 jours, moi j'appelle ça un peu de la torture. Si par euphémisme ou par respect pour ceux qui m'ont gardé dans ces conditions-là, je ne vais pas employer des termes plus forts. Et mes frères ont subi ce genre de situation aussi, dormi à même le sol, pour des hommes d'affaires qui sont établis, qui sont dans un pays, qui sont en règle vis-à-vis de ce pays, qui sont dans des situations régulières, les traiter de façon aussi basse, je pense que ça fait pas honneur à ceux qui les traitent de cette façon. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est que devant une situation comme ça, qui a eu un écho médiatique, que l'ambassade ou même la représentation de notre pays n'ait pas bougé le petit doigt pour même
apporter une petite assistance à ces 3 hommes d'affaires nationaux qui sont traités comme ça, voyez-vous. Mais bon, après, je pense qu'il y a des habitudes on ne va pas vous les changer particulièrement parce que ce sont les frères de Doumbia Major ou c'est parce que c'est Doumbia Major. Mais bon, vous savez, tout ça, je pense que ce sont des expériences qui forgent l'homme. Et puis voilà, on regarde plutôt vers l'avenir. On regarde vers l'avenir. Il ne faut pas rester cramponné sur des petits événements. Moi, dans ma vie, j'ai vu pire que ça. J'ai connu des détentions qui étaient plus difficiles. J'ai connu des phases de torture au fourmi mania, tout ça. Donc, bon, c'est la vie, c'est ma vie. Et puis bon, vous savez, moi je crois au destin de chaque être humain. Je pense que nous sommes sur cette terre, chacun avec une mission tracée par Dieu. Et j'ai pour habitude de dire que on pense agir par nous-mêmes souvent, mais nous sommes comme des moineaux dans une bande d'oiseaux. Et chaque moineau pense voler pour lui-même, mais il ne se rend pas compte souvent des figures que la bande dans laquelle il vole dessine dans le ciel. Et pour moi, la vie, c'est un peu comme ça. Nous posons des actes en croyant agir par nous-mêmes, mais souvent on ne se rend pas compte de l'impact, des conséquences et des effets des actes que nous posons en pensant agir par nous-mêmes pour nos intérêts et autres. Et donc, je crois à la destinée, je crois à ce qu'il y ait une force supérieure. Et donc, tout ce qui m'arrive, je le mets sous le compte de cette force supérieure et c'est ma vie, c'est ma destinée. Alors, c'est votre vie et c'est votre destinée. Tant que c'est un peu le docteur Doumbia qui s'engage peut-être dans un combat, s'il y a des conséquences que vous subissez, c'est tellement un peu... tout ça, on peut peut-être comprendre. Mais en début d'émission, vous aviez dit que c'était pour vous une chance de retrouver certainement vos parents, vos frères au Congo. Mais est-ce que cette chance ne s'est pas transformée en une malchance pour eux? Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas quand même un peu des regrets? On peut dire peut-être à cause de vous, vos frères qui étaient très prospères ont pratiquement un peu tout perdu. Vous savez, quand des événements pareils arrivent, en tant qu'humain, déjà, on a une sorte de culpabilité. On se dit que on mène des activités, on a des convictions, mais on regrette que nos convictions personnelles aient un impact sur la vie de nos proches, la vie de ceux que nous aimons. Normalement, ce distinguo-là doit être fait. Ce distinguo-là doit être fait parce que un adulte ne peut pas, ses parents ne doivent pas payer pour ses actes. C'est pas parce qu'on est fils de telle personne que l'enfant doit payer pour le père. Voyez-vous, donc il y a une sorte de délit de famille qui frappe ma famille parce qu'on est frères d'eux. Je trouve que c'est gênant et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, il y a une sorte de culpabilité. Oui, c'est vrai. Je le reconnais. Je me dis, écoutez, je mène un combat. Et ce combat-là, mon repère, c'est mes convictions et c'est le bien pour lequel je pense me battre. Je me dis que ma vie, je l'ai donnée sous forme d'agneau christique pour un combat dans lequel j'ai la forte conviction que c'est le bon combat. Je me dis que se battre pour le bonheur pour tous, se battre pour l'égalité des chances pour tous, se battre pour la justice pour tous, se battre pour une redistribution équitable des ressources collectives n'est pas un mauvais combat. Et ça, c'est un combat que j'ai embrassé depuis ma tendre jeunesse. Par mon éducation dans le collège et dans les écoles primaires catholiques, dans les cours d'école coranique, où on m'a appris qu'il
faut se battre pour la justice. Jésus même est mort dans son combat, c'était un combat pour la justice. Voyez-vous, pour plus de bonheur, plus de justice, plus d'égalité entre les hommes. Bon, on ne peut pas vous éduquer avec ces préceptes et ces principes et que vous vous comportez autrement. Nous avons été formatés à réclamer la justice. Nous avons été formatés à réclamer l'égalité. Nous avons été éduqués dans des principes de même droit pour tous les humains qui sont égaux en droit et en dignité. Donc, quand nous menons ce combat, que nous pensons être un combat juste, un combat pour la démocratie, un combat pour le bonheur, je pense pour ma part que si ce combat doit avoir des conséquences, ça doit être des conséquences que je supporte personnellement, mais que mes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont des hommes d'affaires, soient mêlés de cette façon à mes prises de position, je trouve cela regrettable. Je trouve cela regrettable et je souhaite que dans nos démocraties, on puisse comprendre que un frère, un fils, une femme ne doit pas payer pour les actes du parent. Voyez-vous, et donc c'est des choses qui sont inacceptables, mais bon, que voulez-vous? L'Afrique a un chemin à faire dans son avancée vers la démocratie. Et c'est des choses qu'il faut comprendre. Alors, tout à l'heure... Et je le comprends. Et c'est vraiment dommage, comme vous l'avez dit. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que il y avait donc des personnes au Congo et puis en Côte d'Ivoire qui ont milité pour que cela arrive. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu identifier un peu ces personnes? Est-ce que ces personnes au Congo, ce sont des Congolais ou bien des Ivoiriens? Et en Côte d'Ivoire, avez-vous pu identifier un peu, si vous voulez, tous ceux qui tiraient pratiquement un peu, j'allais dire, les ficelles? Vous savez, j'ai été gardé pendant tout ce temps que vous connaissez à la police. Donc, j'ai discuté avec des policiers, j'ai discuté avec des éléments de la DST, j'ai discuté quand même avec des officiers, des commissaires congolais. Voyez-vous? Et donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai quelques éléments quand même, pas tous les éléments, j'ai quelques éléments, je ne vais pas aujourd'hui taxer telle ou telle personne, mais au Congo, ce sont des hommes d'affaires qui étaient dérangés par le fait que... Congolais ou Ivoiriens? De nouveaux hommes d'affaires congolais et même des étrangers qui se trouvent là, qui pour certains sont nés en Côte d'Ivoire, à Danané particulièrement, mais bref, qui ont des attaches avec certains de nos compatriotes, certains de nos anciens amis, qui sont dérangés par le fait que nous nous installons et que nous avons nos entreprises qui fonctionnent, qui donc en intelligence avec d'autres personnes en Côte d'Ivoire, parce que quand on nous a arrêtés, vous avez pu suivre, à un moment donné, on dit on attendait la réaction de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on m'a dit non, l'affaire dépasse une affaire locale, mon cher ami, même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appelé le sous-directeur de la DST congolaise et il me dit, écoutez, monsieur, votre affaire est une affaire qui est au niveau du ministère de l'Intérieur et ailleurs. Et donc, nous, ça nous dépasse. Et c'était la même situation quand je me suis retrouvé avec les policiers. Chacun venait s'excuser. Chef, vraiment, nous, en âme et conscience, il y a un qui m'a dit, je ne suis pas syndicaliste. Comment tu veux que je mouille moi-même mon propre pain en refusant les ordres? Voyez-vous, mais bon, après c'est les ordres d'amis, c'est les ordres de personnes qui voyagent très régulièrement au Congo pour aller faire des fêtes et des anniversaires. Mais bref, voyez-vous, monsieur Jacques Roger, ne vous en faites pas, les gens se sont dit, pour certains, qu'il faut me rendre le monde impossible, il faut faire en sorte que le monde soit tout petit pour moi et que je n'ai pas de possibilité de faire mes affaires partout dans le monde. C'est pas la première fois que je suis traqué de la sorte, sur le plan économique, sur le plan même
ma situation administrative. À un moment donné, j'étais traqué, même en France, jusqu'à ce que le régime change et que des socialistes n'arrivent et autres. Donc, c'est des choses que j'ai vécues. Et j'ai échappé à des enlèvements à, à Ouaga, où certains, après, sont venus me voir pour me dire ton marabout est fort. J'ai dit, mais ce n'est pas une question de marabout, c'est Dieu qui est fort. C'est pas moi, je n'ai pas de marabout, je ne suis pas dans du fétichisme. Mais je combats dans le sentier de Dieu. Mon combat, c'est un combat pour la justice. Tant que vous êtes dans un combat que vous pensez être un combat pour la justice, un combat pour tout le monde, vous comprenez? Quand plus de 2-3 personnes se réunissent pour demander une chose juste, Dieu a dit il est présent là-bas. Donc quand on mène un combat pour plus d'une personne, pas pour soi-même, et que c'est pour une cause juste, vous ne pouvez avoir que le bouclier de protection de Dieu. Et donc, j'échappe toujours, pas parce que je suis dans des systèmes de maraboutage, mais parce que j'ai le bouclier de protection divin. C'est un peu de la part de quelqu'un qui est dans le rationalisme, c'est un peu sorti de ma ligne de formation, mais je pense que tout ça, ce sont des expériences que vous vivez qui vous forgent vers plus de foi. Vous vous dites que, comme Mitterrand disait, je crois aux choses, aux forces supérieures. Voilà, donc moi je pense que ma protection est une protection divine, est une protection parce que je suis dans un combat que je pense être un combat juste. Alors, docteur Doumbia, ce qui vous est arrivé, est-ce que ça ne pouvait arriver à une personne comme le docteur Doumbia, ou bien aujourd'hui, tous ceux qui critiquent le régime de M. Alassane Dramane Ouattara doivent avoir un peu peur, ça dit à tout moment, ou bien critiquent le régime un peu d'Abidjan, doivent avoir peur à tout moment. Vous êtes traqué, on peut toujours monter une histoire rocambolesque comme vous, de façon donc à vous rapatrier certainement au pays et pourquoi pas à vous corriger là-bas. Est-ce que tout le monde doit avoir peur? Quand j'ai dit tout le monde, tous ceux qui critiquent, tous les démocrates qui critiquent un peu le régime d'Abidjan. Non, vous savez, moi, la petite expérience que j'ai eue dans ces affaires-là me montre qu'il n'y a pas de position monolithique à Abidjan. Tout le monde n'est pas contre moi à Abidjan. La preuve en est que lorsque mes frères sont arrivés à Abidjan, avec l'un ayant mon identité Doumbia Major à l'aéroport, je peux dire qu'on peut remercier les services du ministre Ahmed Bakayoko qui ne sont pas rentrés dans ce schéma qui avait été planifié depuis par certaines personnes. Donc, ils ne sont pas rentrés dans ce jeu-là. Voyez-vous. Et donc, les services du ministre d'État ont reçu mes frères, ont dit clairement, écoutez, on sait ce qui se passe, il n'y a rien contre vous ici. Allez-y. Et aujourd'hui, ils sont dans la ville, certes, pour certains sans passeport et autres, bon, mais vous comprenez que il n'y a pas il n'y a pas une voie unique, il n'y a pas des preneurs de décisions uniques. Il y a certains qui veulent instrumentaliser les services de l'État pour faire des règlements de comptes personnels. Mais l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas une approche monolithique, il n'y a pas que c'est telle personne qui... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois parfaitement. C'est qu'il y a des individus, qui ont des positions qui aujourd'hui, des positions qu'ils utilisent, donc ils instrumentalisent certains services de l'État, ils instrumentalisent certaines amitiés à l'étranger et autres pour régler des comptes personnels. Et sinon, je pense que au jour d'aujourd'hui, mes frères sont rentrés, la DST ivoirienne, ils ont été reçus, ils ont été interrogés, on leur a dit qu'on n'avait rien contre eux, et le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko, a démontré qu'il n'était pas dans ces petits complots de lycéens et d'étudiants. Voyez-vous, donc je pense que tout le monde n'est pas
tout le monde n'est pas dans cette logique de règlement des comptes-là. Ce sont des individus qui, à l'intérieur de l'État, se disent qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être leurs adversaires dans 10 ans, dans 20 ans. Si on peut couper ces personnes de leur vivre, de leur soutien et de leurs affaires, si on peut leur coller des affaires rocambolesques pour salir leur image et même les arrêter ou les tuer, avec ces histoires-là, bon, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas tout l'État qui est dans cette dynamique. On vous dit comme on dirait l'autre, on a l'impression qu'il y a un État dans un État. Un État dans un État. On nous dit que les pro-Soro ne vous aiment pas beaucoup. Hein? Bon, vous savez, j'aime pas citer le nom de telle personne, de tel autre groupe, de tel... Et puis, vous avez... On n'est pas obligé d'aimer les gens. Vous savez, les critiques que moi j'ai, ce sont des critiques dans le sens de construire. Des critiques dans le sens d'améliorer le pays. Moi, je ne suis pas dans une relation d'amour en politique. Je ne suis pas dans une relation d'amour. La politique, ce n'est pas une relation d'amour. Voyez-vous, c'est une relation de raison autour de questions collectives, autour d'affaires publiques. Comment est-ce que le pays va aller de l'avant? Qui sont les hommes les plus compétents pour amener le pays de l'avant? Voilà ce dont moi je parle. Quelles sont les démarches, quelles sont les méthodes que nous devons utiliser pour faire avancer la nation, pour que les gens ils aient de l'emploi, pour que les gens puissent avoir un minimum de bonheur. Voilà. C'est de ça que je parle. Moi, quand je parle de revenus minimum, vital, je parle de santé, je parle de questions d'organisation structurelle pour le développement. C'est ça. Bon, après les humeurs des uns et des autres, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, voyez-vous. Et je pense que si on m'écoutait un peu, et qu'on suivait aussi de temps en temps ce que je disais, peut-être qu'il y aurait moins de conflits aujourd'hui sur les questions de l'unité nationale. Je me suis prononcé récemment, j'ai demandé qu'on puisse libérer certains prisonniers politiques parce qu'on ne pouvait pas continuer dans un schéma où ceux qui peuvent être les interlocuteurs sont en prison. Des actes ont été faits dans ce sens. Ben, moi, je ne vais pas tirer le drap de mon côté, mais je dis peut-être que ma voix s'est ajoutée à d'autres voix pour amener ce genre de situation. Donc, j'apporte ce que je peux apporter comme conseil. Voilà, j'ai quand même une certaine expertise, une certaine expérience de ces choses, et puis j'ai un suivi quotidien de l'actualité qui me permet de pouvoir apporter une analyse qui peut être proche de la vérité. Je pense que si cette vérité-là, on l'écoute, peut-être que ça peut améliorer les choses. C'est ce que je fais. Et c'est pour le bien du pays et non pour faire plaisir à quelqu'un ou pour aller contre quelqu'un de façon particulière. Alors, donc, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que tout le monde n'est peut-être pas contre vous au niveau d'Abidjan, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes un peu contre vous que des personnes qui vous aiment? Je prends pour argument, hein. Vous avez donc, lors du passage du chef de l'État un peu partout, un peu en Europe, hein, en Afrique, en Europe, il avait demandé donc aux jeunes cadres ivoiriens de rentrer au pays. Je crois que c'est dans cette optique que vous avez postulé comme enseignant donc à l'université donc d'Abidjan. Votre dossier avait été retenu, hein, et après donc des malversations et des transactions, hein, je crois que votre dossier a été quand même retiré. Alors, est-ce que vous pouvez me donner beaucoup plus d'informations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que cette machine de l'État, même si ce n'est pas toute la machine de l'État, est un peu contre vous? Oh, vous savez, M. Jacques Roger, aujourd'hui, c'est vrai, je suis du monde universitaire, mais en même temps, je suis du monde des affaires. Voyez-vous? Et ce n'est pas pour narguer mes collègues universitaires, mais quand vous êtes déjà entré dans le monde des affaires, il est difficile pour vous après d'aller, si vous n'êtes motivé que par l'appât du gain, il est difficile pour vous d'aller dans le monde de l'enseignement où vous ne gagnez pas grand-chose. Voyez-vous, les salaires dans l'enseignement
sont connus et, et vous direz à un commerçant, est-ce que tu veux être enseignant? Il vous dira non. Voyez-vous, parce que bon, souvent on est sur des marchés, on est sur des choses qui font que un homme d'affaires peut avoir en une journée le salaire d'un enseignant. Et ça aussi, ça c'est une réalité. Mais quand malgré tout ça, on s'est dit, ben écoutez, on veut aller servir son pays, vous devez comprendre que c'est un acte de patriotisme fort. Hein? C'est un acte de patriotisme fort, c'est un acte d'abnégation, de don de soi. Parce qu'on s'est dit que le pays a besoin de tous ses fils pour apporter leurs compétences, leurs aptitudes et puis leurs connaissances pour la formation des générations et pour aider le pays à aller de l'avant. Voyez-vous? Donc pour moi, en postulant à la demande de certains camarades et tout ça, c'était aussi pouvoir, au-delà du discours d'appel du chef de l'État au cadre des rentrées, c'était une façon de voir si les autorités au niveau local pouvaient donner des gages de confiance pour nous dire qu'il y a une certaine décrispation et qu'il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine. Mais bon, après tout ça, quand vous voyez que des individus se comportent d'une certaine façon vis-à-vis de vous, je pense que pour moi, c'est des choses auxquelles on s'attendait, mais on se disait, ils n'iront pas jusque-là, si vraiment ils vont dans le sens de la décrispation. Voyez-vous? Donc, les Ivoiriens quand même me connaissent, j'ai pas un parcours de médiocre. Quand j'ai fait mes masters, c'était avec des mentions. J'ai fait ma thèse à l'université Paris 12. Donc, je ne veux pas dire que l'université Paris 12 est moins cotée qu'une université abidjanaise. Voyez-vous? Bon, bref, ça, c'est pas... Mais je pense que ça aussi, c'est la vie d'un militant. Quand vous agissez dans le sens d'éveiller les consciences, il faut s'attendre aussi à des actes de répression de la part de ceux qui n'aiment pas forcément que certaines vérités soient dites. Voyez-vous, je me suis beaucoup prononcé sur les questions de l'université, les questions de réhabilitation des travaux de l'université. Mais à la Côte d'Ivoire, l'enseignement, ce n'est pas comme en Europe, où ce sont les universités qui, de façon autonome, choisissent les enseignants. En Côte d'Ivoire, c'est le ministère qui choisit les enseignants. Donc, il ne faut pas s'attendre à critiquer un ministre sur sa gestion financière, et puis c'est dire que lui et ses amis vous choisiront forcément pour venir enseigner. Mais bon, après, on pose des actes aussi pour voir la volonté de paix, de décrispation, la volonté de réconciliation des uns et des autres. Mais bon, on pense qu'avec le temps, c'est des choses qui vont évoluer et puis la haine, les rancunes, et on ira vers un développement plus apaisé. Et que tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais pour l'instant, bon, c'est pas bien grave ça. C'est juste pour dire aussi que on n'est pas sourd aux appels du chef de l'État. Quand il lance les appels, on essaie de voir est-ce que le discours tenu publiquement sera en accord, en adéquation avec les actes. Ça aussi, c'est des choses qu'on vérifie et on les a vérifiées. Ceci puisse sortir du militantisme et de ce comportement théâtral qu'ils ont souvent, de fabriquer des histoires, des scénarios, et de les accoler à un individu. Mais vous savez, je suis tellement... vous savez, souvent vous tombez des nues quand vous voyez comment on parle de vous. Il y a un journal qui a dit, ben non, on a pris le docteur Doumbia, son ordinateur a été pris, on a fouillé ses clés USB, il y avait des documents compromettants. Et voyez-vous, quand vous sortez de cette affaire et qu'il n'y a rien qui est retenu contre vous allant dans ce sens, mais vous vous posez la question, mais attention, avant moi,
ceux qui ont été accusés de ces mêmes choses, ça peut être faux. Vous voyez, vous mettez en doute, mais moi, c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, depuis 2000, même avant, 99, j'ai vécu des situations où des histoires rocambolesques de ce type ont été écrites sur mon compte. Mais à l'époque, c'était d'autres qui étaient au pouvoir. Il y a eu le changement. Voyez-vous, des journaux aujourd'hui pour me salir, pour me livrer à la vindicte populaire de leurs militants, racontent des histoires souvent endormies debout, des histoires fabriquées, montées de toutes pièces. J'aurais fait des voyages en Guinée, pays que je ne connais pas, j'ai jamais mis les pieds, je ne sais même pas comment Conakry est, c'est que dans les livres que je lis sur ce pays. J'aurais fait un voyage en RDC, c'est-à-dire ils ne savent même pas faire la différence entre Congo-Brazzaville et RDC. Parce que moi, j'étais au Congo-Brazzaville et entre le Congo-Brazzaville, comme c'est un pays qui n'est pas trop développé, il n'y a pas assez de routes, entre le Congo-Brazzaville et la RDC, il y a un fleuve, le fleuve Congo, qui est un vaste fleuve qu'on ne peut pas traverser comme ça, il n'y a pas de pont. Il y a un beach où il y a un port il y a des ports sur les deux rives. Donc, vous ne pouvez pas traverser sans que les douaniers ne visent votre passeport pour aller où vous partez en avion ou passez par l'aéroport. Mais je n'ai jamais mis les pieds en RDC. On me dit non, je serais allé en RDC avec un certain colonel Gouanou que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais même pas si ce monsieur existe. On me dit que je serais allé recruter des miliciens et des mercenaires avec ce monsieur pour venir attaquer, je ne sais que qui. Et le lendemain, quand le ministre, je lis sur la presse que le ministre dit, il y a un colonel Gouanou qui recrute des miliciens. Bon, vous comprenez que j'ai des doutes sur la véracité de ces propos, puisque moi-même j'ai été accusé d'être en intelligence avec ce colonel Gouanou que je ne connais même pas. Voyez-vous, donc, bon, vous voyez, c'est ça aussi, la presse, elle se décrédibilise, voilà. Au jour d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Je suis sorti des griffes de la police congolaise. Ils pensaient qu'on m'aurait transféré et directement je serais en prison. Donc, finalement, la version qui serait restée au public, ce serait la version du mercenaire, du recruteur de mercenaire, de celui qui est en intelligence avec ce colonel Gouanou, ou je ne sais pas qui. Voyez-vous? Et c'est avec cette version-là qu'on m'aurait tué pour que le peuple accepte ma mort. C'est comme ça, il prépare l'opinion publique à l'acceptation des malheurs, à l'acceptation de la mort des gens. Voyez-vous? Donc, et quand des gens sont tués, quand des gens sont emprisonnés avec l'appui, l'aide de ce type de journalisme-là, moi, j'appelle pas ça du journalisme, j'appelle ça du militantisme. Et ça, ces journaux militants-là, je pense que c'est un véritable mal, une véritable plaie pour l'Afrique. Il faut les combattre. C'est pourquoi j'ai demandé à mes proches de prendre leur distance vis-à-vis de ces journaux pareils et vis-à-vis du journal Le Jour, qui est pour moi un journal poubelle, qui balance des titres comme ça pour, je sais pas, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? De n'importe qui aujourd'hui, il suffit d'avoir 2 millions, 3 millions, on se lance et dit on est journaliste. Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Depuis donc bientôt 30 ans, votre vie est jalonnée certainement de beaucoup d'embûches. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez senti bien vous retirer certainement de votre épisode donc de Brazzaville? Est-ce que vous êtes en mer aujourd'hui, ou bien vous avez tiré encore quelque chose de plus pour les combats futurs? Non, je ne suis pas mère. Vous avez frôlé la mort, vous avez frôlé la mort puisque vous avez eu un coma. Oui, j'ai frôlé la mort. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que je frôle la mort. Et quand vous frôlez la mort, quand vous allez aux confins de la mort, vous sortez avec plus de
plus de calme, plus de tranquillité, plus de sérénité. Voyez-vous, et quand j'avais été pris à l'époque, en 2000-2001, par les militaires qui m'ont tabassé dans l'an 2000, qui m'ont torturé, j'ai frôlé la mort, j'ai accepté la mort en ce moment. Et quand vous acceptez la mort, quand vous l'acceptez, vous, au sortir de là, vous vous dites, non, il y a des choses auxquelles je ne m'attache plus, des choses matérielles, vous avez d'autres valeurs, l'amitié, la défense de la vérité, parce que vous savez que quand vous partez, tout ce à quoi vous vous attachiez ici ne va pas avec vous. Et il y a des choses qui sont les plus importantes, c'est l'amitié, les voyages, le temps qu'on a pris pour contempler le beau, une belle fleur ou de la pluie qui tombe. On se rend compte de ces merveilles divines-là, ces merveilles de la nature, que au moment où on sait qu'on va partir, on s'est dit on n'a pas eu le temps pour ses amis, on n'a pas eu le temps pour dire je t'aime à des personnes qui vous sont proches, on n'a pas eu le temps pour aller saluer telle personne. Et à ces moments-là, quand un ami vient vers vous, vous voyez la valeur de l'amitié. Quand quelqu'un vous dit Yako, sincèrement, vous voyez la valeur de ces choses qui sont immatérielles, mais dont la valeur ne peut pas être chiffrée. Vous voyez que les voitures, vous voyez que les maisons pour lesquelles vous vous battiez n'ont aucune valeur véritable et on ne va pas avec ça. Et vous voyez que ce qui reste de vous, ce n'est pas ce que vous allez accumuler en biens matériels, mais ce qui restera de vous, c'est ce que vous aurez fait de bien et qui va survivre à votre mort. Aujourd'hui, Mandela n'est pas un richissime, mais aujourd'hui, Mandela, tout le monde voit Mandela comme un exemple. Aujourd'hui, Gandhi est mort. Gandhi partait, vous voyez le vêtement que Gandhi portait, ce n'était pas des vestes, des costumes de Francesco Smalto et autres. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont restées dans l'histoire des générations. Voyez-vous. Et donc, quand vous côtoyez la mort, quand vous allez à la proximité de la mort, vous ressortez grandi. Vous ressortez renforcé. Vous dites, ben, écoutez, cette vie-là, je peux partir à tout moment, mais si je pars, qu'est-ce que je laisse? Quel combat je laisse? Ce n'est pas les maisons, il suffit d'un tremblement de terre pour que tout s'écroule. Ce n'est pas les voitures, il suffit du temps pour que tout passe en rouille. Mais ce qu'on laisse qui est immatériel, c'est le bonheur qu'on a apporté à plus de personnes. Et quand vous sortez de là, vous vous dites, il faut mener le combat pour qu'il y ait plus de bonheur autour de soi. Il faut mener le combat pour qu'il y ait plus de bonheur dans le monde, pour que mes compatriotes soient plus heureux, pour que le malheureux, celui-là qui est au confond de la bourse de la Côte d'Ivoire, puisse se dire, ceux-là, cette génération des jeunes, Alors, docteur Doumbia. J'ai un peu peur pour mon pays, dans la mesure où aujourd'hui, politique en Côte d'Ivoire rime avec violence. La politique en Côte d'Ivoire rime avec des coups bas de ce genre et c'est inquiétant. Je me demande toute cette énergie que les politiciens mettent à fabriquer des histoires qui mettent en danger des individus. Il s'agit simplement d'un partage, d'un échange d'avis différents, de visions différentes, d'idéaux différents. Mais il semble que la différence des idéaux, des idéaux, soit en train de mettre en péril tous ceux qui sont opposés les uns aux autres par des simples différences. Mais dont le but, certainement, qu'ils soient sincères ou pas, est de se battre, entre guillemets, pour la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, nous assistons à quelque chose de pas bon. La politique en Côte d'Ivoire n'est pas en Afrique surtout, n'est pas très très bonne. Et puis, M. Doumbia Major oublie qu'il y a une sorte de causa, une sorte d'omerta qui aujourd'hui se met, n'est-ce pas, s'est établi entre différents chefs d'État qui aujourd'hui jouent un rôle extrêmement
pour l'Afrique. Et ces chefs d'État-là sont solidaires les uns des autres parce que il y va de leur poste et de leur poste en tant que chef d'État. Il y va de leurs intérêts et il y va aussi des intérêts, bien sûr, dans les pays dont ils sont les leaders. Alors, Jacques, c'est ça le problème. Je crois que M. Doumbia devrait faire attention. Par contre, il a dit quelque chose qui me fait rire, il dit que ce qui l'intéresse, ce qui l'inquiète le plus, c'est comment payer ses employés et autres. On ne peut pas payer des employés si on n'est pas vivant. Donc, je crois que le mieux pour lui à faire, ce serait d'abord de se soigner. Deuxièmement, et de voir comment, effectivement, il peut, lui qui a été tout dans la politique, comment il peut, en fait, changer la donne au niveau de beaucoup de tares que nous voyons dans la politique ivoirienne. Oui, et puis là, donc, il a dit quelque chose aussi qui nous amène certainement un peu à réfléchir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et plus alors, Pasteur, allez-y pour votre commentaire, le temps que nous rentrions en contact avec lui. Allez-y, Pasteur. Oui, alors, en fait, c'est ça, Jacques, je n'ai pas beaucoup à dire, si ce n'est que, bon, nous voilà quelqu'un qui, politiquement, est grillé du côté de ses anciens camarades. Il a critiqué le régime Babo, et puis subitement, il se présente en traite, n'est-ce pas, de ceux qu'il défendait. Bon, il a prétexté pendant un certain temps que, arrivé le moment, il a été obligé de se retirer parce qu'il ne voyait pas comme ses anciens camarades. Je ne suis pas sûr qu'on lui ait pardonné cela. Et aujourd'hui, on le voit brusquement avec ses sorties. Au cours de ces sorties, on le voit plus, bien sûr, comme un traître, mais un traître dangereux. Mais au-delà de cela, il ressort une chose, c'est que on n'est pas dans les pays occidentaux où on peut faire de la politique et puis demain dire qu'on est converti en businessman. Pasteur Nda, voilà. Oui, voilà, merci beaucoup. Voilà, comme il se fait un peu tard donc à Paris, nous allons, et puis le docteur Doumbia un peu souffrant, nous allons essayer de passer quelques minutes avec lui et puis voilà, venir certainement dans le commentaire. Docteur Doumbia, est-ce que vous nous entendez Oui, je vous entends là, mais je n'ai pas entendu sa question. Voilà, alors, je crois que vous étiez en train de répondre à la question. Je crois que vous étiez déjà même Alors, je vais vous poser une toute dernière question et puis permettre à nos frères, le pasteur Nda qui avait une question pour vous, et puis prendre 2 ou 3 questions et puis vous libérer. C'est que vous êtes un peu souffrant. Alors, le leader, parti politique donc, de M. Mamadou Coulibaly a lancé donc un appel pour la constitution donc d'une coalition en vue donc de l'échéance donc de 2015. Vous êtes leader donc du CPR. Comment voyez-vous un peu donc l'appel de Mamadou Coulibaly, surtout par rapport à ces conférences? Il est l'un des rares politiciens ivoiriens encore, je peux dire, qui a un peu la tête sous les épaules, qui va certainement au fond des grands problèmes du pays, comme vous-même d'ailleurs. Vous savez, l'appel du leader, j'ai dit ceci, ce n'est pas une question de Doumbia Major, président du CPR. Ce n'est pas à moi de donner mon opinion personnelle sur l'appel qui a été lancé. C'est le CPR qui doit se réunir. C'est un appel qui a été lancé. Le CPR et ma personne, j'ai été nommément appelé. Et c'est le CPR qui va se réunir pour se prononcer sur cet appel. Parce que une coalition, oui, mais une coalition ne se fait pas simplement à la suite d'un appel. Il faut que les différentes entités qui se mettent ensemble, si elles vont se mettre ensemble, puissent s'entendre sur plusieurs points. Puissent s'entendre d'abord sur l'organisation, c'est-à-dire la structure de l'organisation qui sera l'arme de combat, le moyen de lutte. C'est-à-dire, cette organisation-là est structurée comment? Ça, c'est le premier point. Et donc, on attend de voir les propositions que feront le leader initiateur de cet appel, mais avant le leader, nous-mêmes avions déjà appelé à
la mise en place de coalitions politiques et autres, mais nous attendons de voir comment cette structuration voudra donner le leader. Est-ce que ce sera une structuration avec leader, président appelant des organisations politiques à venir dans la mer du leader, ou ce sera une autre forme d'organisation où ce n'est pas les fleuves qui coulent vers la mer, le leader qui est considéré comme la mer, mais une autre organisation structurée plus rationnellement, plus scientifiquement et de façon plus équitable et égalitaire entre les différentes organisations. Donc, nous verrons à ce niveau. Et donc, à l'autre niveau aussi qu'il faut regarder, c'est plutôt quels sont les rapprochements idéologiques qui peuvent se faire, parce que le CPR a sa ligne idéologique, le leader a sa ligne, et les autres organisations qui sont là, qui voudront peut-être venir dans ce type de coalition, ont aussi leur ligne idéologique. Et donc, quelle est la position médiane vers laquelle va tendre cette coalition? Donc, il faut discuter des questions idéologiques. Maintenant, à côté de la question que je dirais des questions doctrinaires, il faut avoir des débats sur des thématiques qui sont des thématiques importantes, sur lesquelles il faut s'entendre pour voir si nos vues vont ensemble avec celle du leader. Il y a la question de l'identité nationale, la question de la monnaie, il y a la question du foncier rural. Donc, il y a un certain nombre de thématiques de ce type sur lesquelles il faut mener la discussion, la question de l'unité nationale, la question de la redistribution équitable des ressources. Donc, il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles il faut voir s'il peut y avoir des convergences de vues avant de pouvoir penser éventuellement à mettre les forces ensemble. Donc, c'est pas les coalitions, c'est pas des mariages qu'on fait sans se connaître, sans s'étudier. Ce sont des mariages qu'on fait après étude, après avoir vu s'il n'y a pas d'incompatibilité qui nous oppose. Donc, la structure va analyser tout ça en comité central. Et la structure va continuer de discuter avec l'organisation appelante. Et puis, une fois que tout ça sera fait, s'il y a des points de convergence qui nécessitent que les forces et les intelligences soient mises ensemble, ce sera fait. S'il y a des divergences qui font que nos forces ne peuvent pas être mises ensemble, ce sera également sûr. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de porte fermée à qui que ce soit. Nous avons reçu l'appel respectueusement. Chez nous, on dit, un garçon ne refuse pas d'aller à une discussion. Un garçon peut refuser le contenu qu'on veut lui imposer lors d'une discussion. Donc, pour nous, il n'y a pas de porte fermée. Nous allons à toute forme de discussion. Nous recevons les appels qui sont lancés respectueusement vers nous. Nous répondons à ces appels avec respect. Nous allons analyser et nous allons donner une réponse. Alors, docteur Doumbia, comme il se fait un peu trop tard, nous allons prendre peut-être 3-4 questions. Si vous avez au moins une bloc-notes, pour prendre au moins quelques notes, et puis vous allez répondre. J'ai dit un bloc, voilà, le bloc, excusez-moi, voilà, bloc-notes, pour prendre au moins quelques, j'allais dire, voilà, quelques éléments, pour pouvoir répondre à cette masse et quelques questions en même temps. Alors, nous allons aller du côté donc de Massachusetts avec Sister Sarah. Sister Sarah, allez-y, pour votre question. Comme on n'a pas trop de temps, on va épargner un peu les commentaires. Après notre invité, nous allons revenir dans les détails. Allez-y, Sister Sarah, pour votre question. Alors, je crois que nous avons perdu Sister Sarah. Nous avons donc dans l'état donc de Maryland avec Madame Nyoua. Madame Nyoua, allez-y pour votre question. Merci bien, Jacques.
Bonsoir à votre invité, M. Doumbia Major. Bonsoir, madame. Et désolé pour ce qui vous arrive, mais je vais vous poser une question en 3 points. Est-ce que on nous dit que vous étiez membre de l'équipe de IB? Est-ce vrai? Deuxièmement, est-ce que c'est pas parce que IB a perdu le combat, il en est mort, que ceux qui ont la victoire aujourd'hui vous poursuivent jusque dans vos derniers retranchements? Deuxième point. Point, pourquoi tous les Ivoiriens aujourd'hui veulent se lancer forcément dans la politique, créer des structures un peu partout pour faire de la politique, alors qu'il n'y a pas que la politique qui développe un pays? Surtout à vous les docteurs. Merci bien, voilà mes 3 points. Alors, docteur, merci, Jacques. Docteur, comme c'est voilà une question assez assez solide, avec 3 niveaux, je vais vous permettre de répondre rapidement et nous allons prendre d'autres personnes. Allez-y, docteur. Alors, docteur Doumbia, est-ce que vous entendez?